Bienvenue dans la nouvelle émission de Passé Présent, l'émission de Philippe Conrad, en compagnie aujourd'hui de Marie-Thérèse Ablot. Philippe, que nous proposez-vous aujourd'hui ? Eh bien, dans un premier temps, et dans le contexte des manifestations engagées contre certains projets de loi sociétales que nous connaissons bien, je reviendrai sur les transformations qui, en leur temps, furent introduites en ces domaines par la Révolution française. Puis, je laisserai la parole à Catherine qui nous racontera ce que fut l'histoire étonnante au XVIe siècle d'une certaine colonie européenne perdue en Amérique du Nord. Enfin, nous recevrons dans la troisième partie de notre émission Monsieur Alain Toulza pour son ouvrage La Grande Guerre des Hommes de Dieu. Alain Toulza qui est responsable de la DRAC, jadis Défense des religieux anciens combattants, aujourd'hui Défense et renouveau de l'action civique, qui évoquera avec nous les relations entre justement les religieux et la guerre avant le conflit, puisqu'on était à l'époque dans une France très anticléricale, pendant le grand conflit de 14-18, et puis les suites de tout cela dans les années 1920, notamment à l'époque du cartel des gauches, quand la politique anticléricale redevenait en quelque sorte d'actualité. Mais question de mariage aujourd'hui, donc, voilà, et de divorce, parce que le mariage est très malmené ces temps-ci. Oui, et les femmes aussi. Oui, il a été un petit peu malmené également à l'époque de la Révolution française. Hein. La Révolution française, elle entendait, nous le savons, faire du passé table rase, construire un homme nouveau en fonction de la religion naturelle qu'elle entendait mettre en avant, et elle est intervenue bien sûr dans ces domaines que nous appelons aujourd'hui sociétaux, à savoir l'état civil, la parenté, le mariage, etc. Toutes ces questions ont retenu l'attention des hommes de la Constituante, de la législative, puis de la Convention. Alors d'où partons-nous? Comment ça se passait sous l'Ancien Régime? Le divorce n'existait pas, par exemple? Eh bien, sous l'Ancien Régime, en fait, la famille est régie par l'Église catholique et par tout un système coutumier établi depuis longtemps. C'est le clergé qui gère l'état civil, notamment depuis le XVIe siècle, à travers ses registres de naissance, de baptême, en fait, de mariage et de décès. L'autorité royale cherche d'ailleurs à se mêler un petit peu de tout ça, notamment sous Louis XIV, ce qui suscite des réactions d'ailleurs du clergé qui entend se réserver le monopole de cette activité pour pouvoir tenir à l'écart les quelques minoritaires qui ne font pas partie du peuple catholique. Avec un succès inégal d'ailleurs, puisqu'on le sait, dès 1787, les protestants se verront reconnaître l'accès à l'état civil. En tout cas, quand on arrive à la veille de la Révolution, on a en quelque sorte un témoignage intéressant sur l'état de l'opinion. Ce sont les cahiers de doléances qui ont été rédigés dans les 400 assemblées de bailliage et de sénéchaussée qui se sont tenues dans les mois précédant les États généraux, et aucun de ces cahiers de doléances ne propose que ce soit l'État qui récupère en quelque sorte la gestion de l'état civil. Pour ce qui concerne le mariage, sous l'Ancien Régime, un certain nombre de données peuvent être mises en lumière. Il faut bien sûr l'autorisation des parents jusqu'à un âge avancé. Il faut l'autorisation des parents jusqu'à l'âge de 30 ans pour les hommes, 25 ans pour les filles. Incroyable. Le divorce, évidemment, n'existe pas. Oui. Les annulations ne peuvent être que des annulations canoniques qui sont rares, généralement pour des raisons de proximité parentale. Il y a une question qui apparaît dans les cahiers de doléances, c'est la question du célibat des prêtres, que certains critiquent parce que ce célibat des prêtres, il entraîne un certain nombre de scandales. Donc on voit à peu près de quoi il peut s'agir. Très peu de cahiers demandent l'instauration du divorce. Alors évidemment, le clergé est très hostile, bien sûr, à la remise en cause du sacrement du mariage. Sous la Révolution, les régimes matrimoniaux sont très variés. Ils changent beaucoup en fonction du droit écrit d'origine romaine qui prévaut dans la France du Midi et du droit coutumier qui, au contraire, s'impose davantage dans la France du Nord,
encore, même chose dans les cahiers de doléances, il n'y a pas de revendication particulière sur ce point. Il en va de même pour l'autorité paternelle, qui reste évidemment tout à fait considérable à l'époque. Ça varie aussi un petit peu selon les régions et les coutumes retenues, hein, toujours au domaine du droit écrit, domaine du droit coutumier. Ce qui est un fait aussi sous l'Ancien Régime, c'est la condition inférieure, bien sûr, des enfants naturels. Certains cahiers de doléances réclament quelques améliorations dans ce domaine, mais aucun ne demande qu'il y ait assimilation des enfants légitimes et des enfants naturels. Oui, la Révolution va balayer pas mal de ces données. Balayer, le terme est peut-être un peu brutal. Ouais. Bien sûr, les hommes de la constituante et de la législative, nous sommes là dans le cadre de la monarchie constitutionnelle, voulant mettre en œuvre les principes fondateurs inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme, et puis qui étaient issus de toute la pensée du XVIIIe siècle, vont vouloir remettre en cause un certain nombre de choses, d'autant que très vite, l'établissement de la constitution civile du clergé va venir bouleverser un petit peu l'état qui prévalait en amont, hein, notamment sur la question de l'état civil. Parce que ceux qui géraient l'état civil, c'était les prêtres. Alors les prêtres constitutionnels vont continuer à le faire, mais les prêtres réfractaires qui vont se révéler être de plus en plus nombreux au fur et à mesure que les choses avancent. Le registre de baptême, de mariage, de décès, il faut bien les tenir. Or, bien sûr, l'État nouveau ne reconnaît pas aux réfractaires le pouvoir de le faire. C'est ainsi qu'en mai 91, Bailly, Lanjuinet et Durand-Maillane vont réclamer la création d'un État civil laïque, hein, vont réclamer aussi un certain nombre de changements concernant le mariage. Ils veulent distinguer la dimension contractuelle du mariage, qui relève du choix des individus, d'un contrat civil, donc d'un acte civil, et puis la dimension sacrée du mariage, qui relève du domaine du religieux. Ils veulent séparer les deux. Le clergé, bien sûr, est hostile, mais dans le camp des révolutionnaires, d'autres sont hostiles aussi, parce qu'ils ont le sentiment que si l'on fait ce genre de choix, cela va affaiblir le clergé constitutionnel, qui lui est disposé à jouer le jeu et qui n'a pas besoin de cela dans le contexte, évidemment, de ces années 1790-91. Le résultat, c'est que ce projet de laïcisation va être ajourné, va demeurer au stade de projet. La législative, qui va se réunir à la fin de 1791, va chercher, elle aussi, va prétendre mettre en œuvre un projet de laïcisation de l'état civil. Le ministre de la Justice Duport, dès octobre 91, s'exprime dans ce sens. On va discuter de tout cela en mars 92, mais là encore, il y a des oppositions. Pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut, il ne faut pas affaiblir ce clergé constitutionnel qui risque de se réduire rapidement à une peau de chagrin. Et ce sont les députés les plus déterminés, je pense à Guadet, qui sera l'un des leaders des Girondins, qui réclament que l'état civil revienne aux municipalités, ce qui sera finalement admis, nous le verrons, le 20 septembre 92, au moment de la séparation de la législative. Sinon, la législative va cesser de reconnaître les fiançailles qui étaient pratiquées normalement sous l'Ancien Régime, va libéraliser un certain nombre de choses. Les parrains, par exemple, pourront épouser leurs filleuls, ce qui était impossible, impossible auparavant. Le consentement des parents va se limiter aux seuls mineurs de moins de 21 ans, dans la perspective du mariage. Libéralisation également sur la proximité parentale. Sous l'Ancien Régime, cousin au 4e degré, on ne pouvait pas se marier. On va abaisser considérablement tout cela. Et puis, on va considérer le mariage comme un acte purement civil. Un petit détail également, on va se révéler de fait très tolérant vis-à-vis des prêtres mariés également à l'époque, c'est-à-dire qu'on va continuer, dans le cas de la constitution civile du clergé, à leur verser leur traitement, par exemple. C'est évidemment une petite révolution.
Révolution. Alors, le clergé constitutionnel reste quand même hostile à tout cela, hostile notamment au divorce, hein, mais en même temps, les hommes de la Révolution, ils veulent appliquer, bien entendu, leurs principes, hein, et cet engagement viager, qui était celui du mariage, il est contradictoire avec la liberté individuelle prônée par les grands principes, il est contradictoire encore plus, sans doute, avec le droit au bonheur, tel qu'il a été proclamé par la Révolution. On se souvient du fameux mot de Saint-Just, le bonheur, cette idée neuve en Europe. Finalement, le 20 septembre 92, donc au moment où la législative va se séparer, on va voter le divorce avec un certain nombre de cas qui sont prévus, l'abandon de domicile, une condamnation, le dérèglement reconnu des mœurs de l'un ou l'autre. On va introduire le divorce par consentement mutuel, on va introduire le divorce pour incompatibilité d'humeur. Alors, il y a quand même une procédure assez longue, compliquée, mais qui se passe au sein des familles. Il y a plusieurs assemblées familiales qui doivent être réunies pour que la chose puisse être mise en œuvre. Hein. Un autre point intéressant, le comité de législation prévoyait que les enfants de divorcés devaient être confiés à l'État. Qui allait se charger d'eux. Et là-dessus, l'Assemblée ne suivra pas. L'Assemblée ne suivra pas sur cette question et on confiera l'enfant au père ou à la mère selon les cas. Mais ce sont les familles qui en décident. Hein. Ce n'est pas la justice. En fait, ce qui apparaît avec ces premières transformation, ces premières réformes, c'est que la famille n'est plus considérée comme une entité organique allant d'elle-même, mais comme une association d'individus isolés, indépendants et susceptibles de choisir selon leur bon plaisir. C'est tout de même un changement. On voit bien que ces constituants et ces législateurs sont quand même extrêmement prudents parce que ils ont sans doute le sentiment que le pays réel ne suit pas véritablement. Très nouveau, et ces hésitations, elles s'expriment dans le fait qu'on vote tout ça le 20 septembre 92, au moment où la législative se sépare, vraiment à l'extrême fin de son mandat, au moment où la Convention s'apprête à se réunir. Et donc la Convention, elle, va changer encore les choses. Oui, la Convention. Et ça va durcir un peu, un petit retour en arrière. Convention élue au suffrage universel par à peu près 10% seulement des citoyens, comme chacun sait. Bien la Convention va aller plus loin dans ces domaines, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les époux, non sans discussion. Hein, je cite Merlin de Douai, l'un des conventionnels. La femme est généralement incapable d'administrer. L'homme a sur elle une supériorité naturelle. Donc nos révolutionnaires, champions de l'égalité, sur ce point, l'unanimité est loin d'être établie. Cela dit, la Convention va encore faciliter davantage le divorce, on va ouvrir les possibilités de divorce pour incompatibilité d'humeur, sans même qu'il soit nécessaire d'indiquer un motif. L'absence du domicile familial ou l'abandon du domicile familial pendant 6 mois, c'est une raison suffisante pour que le divorce soit immédiat. Il y a d'autres cas qui sont prévus où les délais sont également réduits. Le mari peut se remarier immédiatement, la femme doit attendre 10 mois pour les raisons évidemment que l'on imagine. Hein. La Convention va s'intéresser aussi au cas de l'adoption. En juin 1993, on présente un projet relatif à l'adoption réservé aux personnes sans enfants avec obligation d'adopter un enfant dans une famille pauvre, au nom de l'égalité des conditions que l'on entend promouvoir. Hein. Il y a une loi votée en ce sens en août 1993. Hein. Seuls les enfants mineurs également peuvent être adoptés. C'est ainsi que les choses sont prévues parce que cette adoption, c'est quelque chose qui existait à Rome, bien sûr, mais qui n'existait pas dans la France d'Ancien Régime. Donc c'est quelque chose quand même d'assez nouveau. Est-ce que c'est permis d'adopter si on a soi-même déjà des enfants? Oui. Donc à ce moment-là, l'adopté partage l'héritage. Oui, partage l'héritage complètement. Oui, mais alors après, on va voir, la législation évoluera et ça ne sera plus le cas. En 93, en juin 93, hein, vous voyez, on vient d'éliminer les Girondins, là c'est le 4 juin 93, Cambacérès, que nous retrouverons tout au long de la Révolution, qui aura vécu comme Sieyès tout au long de cette période extrêmement troublée, présente un rapport, lui, sur les enfants naturels, et qui
amènent également du nouveau. Ceux qui sont nés avant les enfants légitimes doivent hériter de la moitié d'une part d'enfants légitimes. Ceux qui sont nés après les enfants légitimes, d'un tiers d'une part d'enfants légitimes. Donc il y a un mouvement qui s'amorce dans le sens d'une relative reconnaissance des enfants légitimes et des enfants naturels, à condition toutefois que ces enfants naturels ne soient pas nés de liaisons adultérines ou à plus forte raison incestueuses. Mais on imagine que là, les cas certainement étaient plus que limités. Hein. C'est là qu'on va aller le plus loin dans le sens de l'égalité, sous l'influence notamment des députés hébertistes qui représentent le volet le plus à gauche du camp montagnard et qui peuvent se féliciter après cette intervention de Cambacérès qu'il n'y a plus de bâtards, en France. Hein. Bon, le directoire d'ailleurs reviendra là-dessus et notamment sur la notion de rétroactivité parce qu'on reportait à 89 la mise en œuvre de cette loi, ce qui fait que les enfants concernés, les enfants naturels concernés, pouvaient remettre en cause les partages successoraux déjà établis. Donc on allait très loin. Alors le directoire reviendra sur ces mesures un peu plus tard. Hein. La Convention va également surveiller la question des donations entre vivants, parce que c'était aussi une manière pour les familles de contourner l'égalité établie désormais en matière de succession. Et pour ce qui concerne l'héritage, la Convention va également proposer qu'un 12e des successions des parents au 4e degré reviennent à l'État, un 10e pour les parents du 4e au 7e degré, la moitié au-delà. Vous voyez, c'était encore extrêmement modeste, c'était une proposition de Durand-Maillane qui sera repoussée. Voyez, non, quoi, à l'époque, même sous la Convention, même avec ce qu'elle représente au cours des années 93-94, eh bien le projet sera repoussé. On est très attaché à la propriété privée sous cette révolution. Pour ce qui concerne la loi, les lois successorales, c'est pareil. On reviendra dessus. Je l'ai expliqué il y a un instant. Les enfants qui avaient pu faire valoir ces lois pour exiger une révision des partages successoraux à partir de 89, tout cela sera supprimé et même ils devront rendre ce qu'ils auront obtenu grâce à ces demandes. Ça sera fait sous les thermidoriens, après Thermidor déjà, car cela sera présenté par Langevin que nous retrouvons là comme les premiers essais d'un plus vaste système conçu par les tyrans. Les tyrans, c'est Robespierre, ce sont Robespierre évidemment, et ses amis. Une loi d'août 95 explique que les lois successorales n'auront d'effet qu'à partir de leur promulgation, qu'il n'y aura plus de rétroactivité. Et alors, au moment de l'Empire, qu'est-ce qui va se passer? Alors évidemment, déjà sous Thermidor, on sent une réaction par rapport aux décisions prises en amont. Ça se confirme sous le Directoire, on l'a vu à travers certains cas précis. On va avoir avec Napoléon et avec le Code civil, là, une sorte de restauration d'un certain ordre. L'État conserve la gestion de l'état civil, malgré le concordat conclu avec le pape Pie VII. La sécularisation du mariage demeure. Le mariage civil doit être conclu en premier. Et si un prêtre conclut un mariage religieux avant le mariage civil et puis les intéressés sont soumis à une amende, par exemple, le divorce demeure, mais un certain nombre de lois révolutionnaires sont quand même remises en cause en ce qui concerne la liberté et surtout l'égalité. La femme, notamment, voit son statut sensiblement réduit avec le Code civil. Elle est sous l'autorité absolue du mari, quel que soit le régime des biens, régime de la communauté ou régime dotal. La femme est subordonnée à son mari, elle n'a pas véritablement autonomie, elle ne peut tenir un commerce, par exemple, etc. Et
Mais l'article 213 dit qu'elle lui doit obéissance et ne peut rien faire sans son consentement. Oui, même pour ses biens propres, même je pour crois. ses biens propres, Oui, tout à fait. Même pour ses biens propres. Difficile tout de même. Tout à fait. Enfin, il nous paraît difficile. Le divorce est maintenu. Hein. Portalis, l'un des inspirateurs du Code civil, était contre le maintien du divorce, mais c'est Napoléon qui a insisté parce qu'il pensait déjà peut-être avoir un jour à se séparer de Joséphine. Oui. Mais cela dit, le divorce pour incompatibilité d'humeur est supprimé. Celui par consentement mutuel est maintenu, mais après 2 ans de mariage seulement et pas au-delà de 20 ans de mariage. Hein. Les motifs sont réduits, hein, l'adultère, les sévices et injures, la condamnation du conjoint à une peine infamante, et c'est un jugement passant par les tribunaux désormais, et non plus par les conseils de famille, qui décident des choses. L'inégalité demeure flagrante, notamment sur la question de l'adultère entre hommes et femmes. Portalis explique par exemple que l'infidélité de la femme suppose plus de corruption et a des effets plus dangereux que celle du mari. Aussi, l'homme a toujours été jugé moins sévèrement que la femme. Oui, la femme peut être emprisonnée tout à fait, dans une maison de redressement. Le mari peut faire enfermer la coupable, hein, et même le meurtre pour adultère, s'il est le fait du mari, sera considéré avec une certaine indulgence. Donc, le principe d'égalité... Le principe d'égalité formulé en 1789, on le voit, est quand même pas mal mis en cause. Cela dit, le divorce est un phénomène limité durant l'Empire. Hein. Sous l'Empire, il y a 60 divorces par an à Paris, 8 à Rouen, 6 à Marseille, 2 à Toulouse. Et dans le cas de Toulouse, par exemple, il y en a 2 sous l'Empire, il y en avait 20 à l'époque du Directoire. Donc, c'est un phénomène qui reste quand même tout à fait limité. On a voulu restaurer la cohésion de la famille, l'autorisation des parents pour pouvoir se marier, deux publications des bans pour laisser le temps justement aux parents de réagir éventuellement pour s'opposer au mariage, et puis encore, on l'a dit, la supériorité du mari qui est en quelque sorte restaurée, la femme sortant de la tutelle de sa famille, passant sous celle de son mari, pour reprendre la lettre des textes. Hein. On évoquait tout à l'heure l'adultère avec ses conséquences. En revanche, l'adultère pour la femme est donc considéré comme une faute grave. C'est seulement le concubinage dans la maison commune qui est considéré comme une faute grave pour le mari. Enfin, pour ce qui concerne les enfants naturels, eh bien, là aussi, c'est une marche arrière évidente. Hein. La société n'a pas intérêt à ce que les bâtards soient reconnus, nous dit Napoléon. Il faut tracer une ligne de séparation parfaite en ce domaine. Et puis, pour ce qui est de l'adoption des enfants, ce sont seulement les couples sans enfants qui peuvent adopter, et pas au-delà de 50 ans. Donc, retour à un certain ordre, mais un système tout à fait inégalitaire, au détriment de la femme et des enfants naturels notamment. Eh bien, merci Philippe pour ce point sur le mariage. Et la question se pose toujours, où va le mariage? On se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous emmener en 1587, en Caroline du Nord. C'est l'histoire incroyable de ce qu'on a appelé la colonie perdue, car effectivement, une colonie d'Anglais installée là a disparu. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Sir Walter Raleigh, qui est un homme politique connu, un Anglais, qui était le favori de la reine Élisabeth Ier, il va d'ailleurs être décapité sous son successeur, mais ça c'est une autre histoire. Sir Raleigh avait eu comme mission d'installer des Anglais sur la côte américaine, dans une idée évidemment de colonisation et de peuplement. Alors, il va commencer doucement, en 1584, une première équipée autour de 2 capitaines qui s'appellent les capitaines Adams et Barlow, part et arrive sur cette île de Roanoke.
Alors, c'est une île qui est à côté du cap Hatteras, au niveau des Outer Banks. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la côte américaine, mais c'est pas loin. C'est au sud de la baie de Chesapeake. Et cette île fait 30 km de long sur 10 km de large. Elle est agréable, il y a des très beaux arbres, il y a du bois, et ça c'est important pour eux. Il y a des fruits, il y a du gibier, et puis surtout il y a du poisson. Comme la baie de Chesapeake, vous savez, c'est un endroit où il y a énormément de crustacés faciles à récupérer en particulier. Donc première expédition, ça ne dure pas très longtemps, et on sait ce qu'ils ont fait parce qu'il y a un journal de bord qui a été publié, donc c'est intéressant. Et ils repartent. Bon, chaque fois, c'est plusieurs semaines de mer, bien évidemment. Vous imaginez que de partir de Plymouth jusqu'en Caroline, ça ne se faisait pas en 3 jours. L'année d'après, en 1585, c'est une expédition beaucoup plus importante qui part vers cette Caroline. Et elle est menée par un homme qui a laissé des souvenirs très mitigés, c'est Richard Grenville. Alors Richard Grenville, je ne veux pas dire du mal, mais c'était quand même une grosse brute et un abruti, du tout premier plan. J'espère qu'il n'y a pas de descendants qui m'écoutent. Mais enfin, ce type-là était d'une violence invraisemblable. Il a laissé une espèce de trace sanglante partout où il est passé. Il n'était pas dans un esprit de paix, de fraternité et écolo, hein, pas du tout, du tout. Et quand il voulait impressionner ses interlocuteurs, il buvait 1 verre de vin, 2 verres de vin, 3 verres de vin, finissait quasiment le flacon, et après il mangeait le verre pour montrer que rien ne faisait peur. Mais il n'est pas mort de ça, il est mort au combat. Mais enfin, vous voyez, c'était le type très très dur, quoi, disons, Richard Grenville. Il arrive avec 600 hommes, 7 bateaux, 600 hommes armés. Et là, les Indiens qui avaient été plutôt gentils avec la première expédition, ils trouvent que là, des choses se durcissent beaucoup. Et en particulier, les malheureux Indiens qui venaient, bon, c'est vraiment le bon sauvage à l'époque, sont des Algonquins, c'est pas féroce comme race d'Indiens, mais ils vont le devenir. Il y en a un qui vole une coupe en argent donc aux Anglais installés qui avaient déjà construit un fort. Et au lieu de récupérer la coupe en argent ou de laisser faire, Richard Grenville va carrément tuer tout le village indien et brûler le village. Donc, après ça, il s'en va, mais il laisse 15 hommes sur place dont on n'aura plus jamais de nouvelles. Et c'est pas étonnant parce que, enfin, si on retrouvera un crâne, et c'est tout. Mais les Indiens, ils n'étaient vraiment pas contents. Et dans cette expédition de Richard Grenville, donc très dure, il y avait quand même un homme extraordinaire. On l'appelle en Angleterre un géomètre et un portraitiste. Et effectivement, c'est un artiste, c'est un homme intelligent, il est beaucoup plus gentil que le capitaine de l'expédition, et il va peindre, et d'une façon extrêmement précise, il va s'intéresser vraiment à la culture indienne, et il nous a laissé des œuvres tout à fait intéressantes. Il essaye même d'apprendre un petit peu la langue, donc vraiment c'est quelqu'un qui lui, est dans une toute autre optique. Oui. L'année d'après, en 1587, c'est lui qui sera choisi pour diriger la nouvelle expédition, cette fois-ci de peuplement. Donc il part avec 110 colons, dont sa fille, son gendre. Il y a 18 femmes, et alors moi je rends hommage à ces femmes parce que quel courage quand même de partir comme ça au bout du monde. Donc sa fille Éléonore et son gendre John Dare partent avec lui. Il voulait retrouver les 15 hommes laissés quelques mois avant. Je vous dis, on ne retrouve qu'un crâne. Il s'installe à Roanoke. Bon, et là va naître le premier bébé blanc en Amérique. Alors, bon, certains diront qu'il y a eu les Espagnols en Floride et qu'il y avait sûrement eu des bébés qui étaient nés à ce moment-là, mais c'est cette petite Virginia qui naît le 18 août 1587 et officiellement le premier bébé, allez, disons anglais, pour anglo-saxon. Qu'est-ce qu'il fait, John White? Il se rend compte que la colonie manque de beaucoup de choses, et en particulier de matériaux de construction, parce que là, il s'installe vraiment pour rester. Donc il y avait un fort un petit peu militaire. Maintenant, il faut des maisons pour tous ces couples, pour toutes ces familles. Et donc, il va repartir très vite. Le bébé a 13 jours quand il repart. Donc, il laisse sa fille, son gendre et sa petite fille, et les colons. Il repart en Angleterre en disant « je reviens tout de suite ». Malheureusement,
Ça va traîner un petit peu parce qu'il ne va pas trouver de capitaine de bateau qui veut bien naviguer pendant l'hiver. Et après ça, c'est le problème de l'attaque espagnole, l'invincible Armada, et il n'y a plus du tout de bateaux disponibles, il n'y a plus d'argent. L'Angleterre a vraiment d'autres soucis que cette malheureuse colonie de 110 personnes abandonnées sur une île. Donc le grand-père, fort inquiet, j'imagine, de laisser comme ça les siens, et ce grand-père mettra 3 ans à pouvoir revenir à Roanoke. Il revient pour les 3 ans de sa petite-fille, ça c'est un hasard, le 18 août 1590, et il ne reste pas d'être vivant. Alors, les bâtiments sont toujours là, bâtiments en bois bien évidemment. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de lutte, et il y a simplement gravé sur la palissade un mot, Croatoan, et sur un arbre, Croa. Donc 2 choses gravées. Avant de partir, il avait dit aux gens de la colonie, si pour une raison ou une autre, vous êtes attaqué, si vous avez un problème, si vous êtes enlevé, gravez une croix de Malte sur un arbre. Ça sera le signe qu'il s'est passé quelque chose. Encore fallait-il avoir le temps, d'ailleurs, de graver une croix de Malte. Mais enfin bon, il n'y a pas de croix de Malte, mais il y a ce mot Croatoan. Alors Croatoan, c'était le nom qu'ils avaient donné à une des tribus indiennes qui était du côté de Chesapeake, qui était évidemment, depuis le passage de Richard Grenville, assez hostile. Et depuis la disparition de cette colonie, puisqu'on n'a jamais su ce qu'ils sont devenus, alors, option numéro 1, ils ont été enlevés et massacrés ailleurs par les Indiens. S'ils avaient été massacrés sur place, il y aurait eu des traces de lutte. Ils étaient armés quand même, ces colons. Aucune trace de lutte. Tout est resté en l'état, quasiment la soupe dans les assiettes et le linge qui sèche. Deuxième option, ils ont été enlevés par les Espagnols, mais c'est peu probable. Les Espagnols ne découvriront ce coin-là que quelques années plus tard. Et puis on en aurait entendu parler d'une autre façon. Et troisième possibilité, ils avaient un bateau, ils ont essayé, parce que peut-être ils avaient faim, parce que ça se passait mal, ils ont essayé de rentrer en Angleterre et le bateau a coulé corps et biens, en quel cas on ne retrouve rien. Mais pourquoi Croatoan écrit sur la palissade? Alors là-dessus, on va beaucoup rêver autour de cette colonie perdue. Et encore aujourd'hui, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver des dizaines de sites qui proposent les choses les plus délirantes. Il va y avoir des films, d'abord sur place, et vous savez, Marie-Thérèse, vous y êtes allée, il y a un spectacle pendant l'été où on revit les derniers jours de la colonie perdue et son enlèvement. Il y a des auteurs comme Stephen King qui écrit des livres d'horreur, qui a écrit un livre là-dessus, et il imagine qu'en fait l'île de Roanoke, donc en Caroline du Nord, est une sorte d'entrée de l'enfer et qu'il y a un monstre terrible qui s'appelle le Dévoreur, et que c'est l'endroit qui n'est pas bon. Et alors, le Dévoreur était enfermé dans un cercle de pierres magiques, et quelqu'un de la colonie a dû enlever une pierre, et alors, évidemment, c'est la fin du monde pour ces gens-là. Et il y a beaucoup de textes après qui disent mais c'est un endroit maudit, il y a toujours une brume rouge qui flotte. Il y a une atmosphère étrange. Il y a une atmosphère étrange, je suis bien d'accord. Les oiseaux ne chantent pas, etc. etc. En tout cas, bon, aujourd'hui c'est peuplé, hein. C'est habité. Le Dévoreur a dû se calmer et aujourd'hui ça attire beaucoup, beaucoup de touristes. Pour revenir à un peu plus d'histoire, il faudra 17 ans pour que ce coin-là soit de nouveau colonisé, et ça viendra par le nord, par Jamestown, et puis bien sûr 30 ans plus tard, ça sera le Mayflower. Voilà, et là ça marchera. Mais qu'est devenue la colonie perdue et qu'est devenu ce petit bébé Virginia Dare? On continue à se poser la question. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, Monsieur Alain Toulza, à l'occasion de la publication de son ouvrage « La Grande Guerre des Hommes de Dieu »,
publié aux éditions italiques, dirigé par Jean-Pierre Thurberg, qui est également parmi nous. C'est une coédition. C'est une coédition. Voilà, une coédition. Oui. Monsieur Alain Toulza est le vice-président de la DRAC. Alors la DRAC, jadis, c'était la défense des religieux anciens combattants. Aujourd'hui, c'est la défense et renouveau de l'action civique. Hein, donc un changement d'identité en quelque sorte, mais en conservant bien entendu le même esprit, celui qui animait la DRAC dans les années 1920 au lendemain de la Première Guerre mondiale. Nous allons en parler dans un instant. Alors, les éditions italiques donc coéditent cet ouvrage. Les éditions italiques qui se sont également intéressées à ce sujet à travers un autre livre, Catherine, que vous allez nous présenter. Oui, alors c'est un journal d'un abbé, l'abbé Charles Tellier de Poncheville. Ça s'intitule « 10 mois à Verdun, un aumônier militaire en première ligne ». Et c'est remarquable et je vous conseille vraiment de vous procurer ce petit livre qui est plein d'humanité et qui montre combien les aumôniers ont fait leur devoir et même bien au-delà, avec une humanité et une force morale remarquable. Alors Jean-Pierre Thurberg, je crois que ce livre « 10 mois à Verdun » est déjà un tout petit peu ancien, il a plusieurs années. Oui, je ne compte plus, mais effectivement, je pense que nous l'avons édité il y a environ 2 ans, mais ce que je voudrais dire, c'est que ce brave abbé Tellier de Poncheville, largement après sa mort, est à l'origine d'un petit miracle, puisque cette coédition que vous avez la gentillesse de présenter, La Grande Guerre des Hommes de Dieu, entre la DRAC et les éditions italiques, s'est nouée grâce à l'entremise de l'abbé Tellier de Poncheville. Monsieur Toulza, ici présent, avait eu la gentillesse de consulter ce livre, il s'en est d'ailleurs servi. Et il m'a contacté, ce qui nous a permis de constater que nous avions une large convergence de vues sur beaucoup de choses, et plus particulièrement sur le rôle important joué par les religieux, séculiers ou autres, pendant la Grande Guerre, rôle qu'on a soit oublié dans le meilleur des cas, soit occulté dans le pire des cas, et le plus souvent occulté. Donc là, c'est l'occasion de rendre à ces hommes qui étaient des héros doublement l'hommage qu'ils méritent. Effectivement, rien n'était évident quand se déclenche la Première Guerre mondiale en 1914 pour ces hommes de Dieu qui avaient été, au cours des années précédentes, victimes des mesures prises à leur encontre par la République anticléricale, Monsieur Toulza. On se souvient des premières mesures des années 1880 et puis surtout de la période du petit Père Combes, président du Conseil à partir de 1902. On se souvient de la loi de séparation, bien sûr, de l'Église et de l'État de 1905. Et puis, la fameuse crise des inventaires, un petit peu oubliée aujourd'hui, ce qui fait qu'en 1914, au moment où, faut-il le rappeler, les élections du printemps avaient porté à l'Assemblée une majorité très largement marquée à gauche. Alors, c'était pour le retour à la loi de 2 ans de service militaire, mais cette majorité très largement marquée à gauche, elle est aussi tout à fait dans la tradition anticléricale des années précédentes. Alors, comment se présentent les choses, donc, quand va se déclencher la guerre pour les fidèles catholiques en général, et puis pour, en particulier, ces hommes de Dieu que vous évoquez, dont certains, faut-il le rappeler, avaient été purement et simplement expulsés au cours des années précédentes. Oui. Je vous remercie de présenter les choses ainsi, ça me facilite la tâche, car cet ouvrage n'est pas simplement le récit d'actes de bravoure de prêtres, de religieux au front. Entre parenthèses, d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il traite aussi des religieuses, du comportement des religieuses, dont il est fortement question dans l'ouvrage, car elles ont eu une part non négligeable dans cette guerre. Oui, c'est un ouvrage qui va plus loin que ça, qui inclut évidemment, c'est le cœur même de l'ouvrage, le comportement de ces héros au front, mais il embrasse toute l'histoire même du mérite de leur participation, de leur engagement. En amont, les persécutions dont ils ont été victimes, dont l'Église de France a été victime à travers non seulement évidemment des congrégations religieuses, mais aussi le clergé séculier. Et en aval, eh bien, nous retrouvons cette persécution qui ressurgit après la guerre, après le temps de l'union sacrée, d'ailleurs extrêmement perturbée,
comme il sera peut-être possible de le dire un peu plus longuement, par la fameuse rumeur infâme qui a voulu faire passer les prêtres au front, prêtres séminaristes, novices, etc., pour des embusqués. À Naval, donc, nous retrouvons la persécution qui reprend et qui justifie un nouveau combat, cette fois-ci mené par, d'ailleurs, initialement par les religieux eux-mêmes, qui sont les auteurs de la DRAC, le droit du religieux ancien combattant, et qui vont essayer d'obtenir, enfin, de pouvoir rester en France, puisqu'ils en avaient été expulsés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, donc c'est un panorama très large d'une question qui déborde simplement le sacrifice de ces hommes de Dieu au front et qui montre le mérite de ce sacrifice, un mérite exceptionnel. Ce ne sont pas tout le monde défendait la patrie, mais eux avaient infiniment plus de mérite que les autres, puisque la patrie les avait chassés du territoire ou, pour ce qui concerne le clergé séculier, les avait persécutés sur place. Voilà. Alors, en 1914, au moment où se déclenche la guerre, la République va cependant, au nom de l'union sacrée évoquée par Poincaré, modérer quelque peu son attitude ou ses discours vis-à-vis de cette France catholique qui représente encore une masse considérable de la population. Oui, ça c'est... Enfin, une chose n'a pas pu se calmer, c'est le fait que les religieux étaient expulsés. Ils l'étaient, on ne les a pas rapatriés avant le déclenchement de la guerre. C'est la guerre qui a provoqué un changement d'attitude de la part du gouvernement et le retour spontané, car ceux qui étaient à l'étranger auraient pu très bien y rester. Mais en 1906, en 1906, Aristide Briand, qui était président du Conseil, qui était ministre à ce moment-là, il était ministre des cultes, le président du Conseil étant Clémenceau. Aristide Briand, je le rappelle, qui avait été le principal artisan de la rédaction de la loi de séparation d'Église et de l'État. Et un artisan partisan d'un certain compromis, ce qui avait permis de faire passer la loi dans des conditions, je dirais, plutôt pacifiques, pour ne pas dire consensuelles, alors que la créée des inventaires qui va suivre, là, au contraire, va ranimer les antagonismes. Oui, c'est un personnage assez... intéressant, brillant, en ce sens que venant d'une gauche, on dirait aujourd'hui gauche extrême à l'origine, oui, bien sûr. Est devenu un véritable conciliateur dans des conflits, dans le contentieux permanent entre l'Église et l'État, et a eu d'ailleurs des paroles tout à fait, comment dire, chaleureuses à l'égard du pape Saint-Pie X, qui n'était pas saint. Évidemment, à l'époque, il n'est pas canonisé, mais de Pie X, disons, en représentant que c'est lui qui avait eu raison de lutter contre les lois de 1901-1904. Bon, je ne sais plus où j'en étais, avec la parenthèse que j'ai ouverte, mais en 1906, donc, c'est Briand qui a fait arrêter les inventaires. C'est ça. C'est une parole, il faut dire, d'ailleurs soutenue pour une fois par Clémenceau, qui, avec un certain humour caustique, a dit on ne va pas faire tuer des hommes pour compter des chandeliers. Voilà. Et donc, il a mis un terme à ces inventaires qui provoquaient des remous assez violents dans une grande partie de la France. Et depuis 1906, après, bon, ça c'est le contentieux s'est atténué, on a cessé un petit peu de persécuter l'Église, mais la persécution a repris, comme on l'a dit tout à l'heure, et en fait, l'union sacrée qui avait été proclamée par le président Poincaré avec le concours du ministre de l'Intérieur Malvy, qui par un décret a suspendu tous les effets des lois anticléricales et a permis donc cet engagement spontané des religieux venus de l'étranger. Donc, avec cette persécution a cessé officiellement, mais on le reverra peut-être tout à l'heure, elle est revenue insidieusement pendant la guerre même. L'union sacrée a été perturbée toujours. A trouvé ses limites, oui. Voilà, elle a trouvé ses limites, puisque
les prêtres ont été accusés de 1001 choses. Et puis avec une majorité pendant la guerre, qui est la majorité élue au printemps 14, Oui. qui est une majorité qui reste quand même tout à fait à gauche, hein, avec un fond d'anticléricalisme faisant partie de sa doctrine ou de son idéologie. Oui. Alors les religieux, donc, vous l'avez signalé, c'est important ça, c'est Malvy qui lève donc l'impossibilité pour eux de rentrer en France. Ils vont revenir en France pour se mettre au service du pays, notamment ceux qui avaient été expulsés. Et qu'est-ce que représente ce retour? C'est un phénomène massif? Massif, oui. Ouais. Évidemment, ils ne sont pas tous revenus. Environ, ils ont été 50 000 hommes religieux expulsés, on peut dire expulsés de France d'une certaine façon. Ce n'est pas Manu Militari, mais interdit de séjour. Manu Militari, on se souvient quand même des images de la Grande Chartreuse, où c'est l'armée qui évacue de force les Oui, alors ça, moines. c'est l'évacuation des couvents. Ils n'ont pas été accompagnés à la frontière. C'est ce que je veux dire, l'expulsion proprement parlée, c'est-à-dire l'exil. Il y a quelques officiers qui ont abandonné leur carrière, d'ailleurs, qui ont sacrifié leur carrière parce qu'ils refusaient justement de se prêter à ce genre de choses. Alors, 50 000 d'entre eux, en gros, 50-55 000, là les chiffres ne sont pas absolument précis, ont été donc expulsés, entre guillemets. Et là-dessus, eh bien, il y en a exactement 9 373 qui sont revenus. 9 000. 9 000, oui, ça, enfin, disons 10 000 sur 50 000 en gros. Qui sont revenus pour s'engager. Qui sont revenus pour s'engager. Alors, pourquoi pas les autres? Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup qui étaient malades, beaucoup qui étaient âgés, et puis un grand nombre aussi qui sont restés sur place parce qu'il y avait des nécessités. Je pense en particulier aux religieux qui étaient dans les territoires sous protectorat français et qui avaient un rôle très important pour maintenir les populations locales ancrées sur la France. Ou ceux qui étaient peut-être émigrés en Belgique aussi, en Belgique occupée, où ils pouvaient se rendre utiles auprès des populations locales. Aussi, oui. Donc, on peut considérer que c'est un retour massif, tout de même près de 10 000 religieux engagés, alors qu'ils auraient pu rester tout à fait à l'étranger, sans problème aucun. Bien sûr. Donc, c'est un aspect qu'on néglige de voir. C'est là, on peut parler, comme l'a dit M. Thurberg tout à l'heure, d'une occultation de leur rôle, puisque on les a, même quand on a bien voulu reconnaître qu'ils se sont battus au front, on a dit, mais tout le monde a fait son devoir. Oui, mais les soldats français, les civils qui étaient sur le sol, étaient obligés, c'était la mobilisation générale. Bien sûr. Ils l'ont fait de bon cœur, d'ailleurs, on peut dire, même avec un certain enthousiasme au départ. On pensait que ça n'allait durer qu'un mois ou deux. Mais eux, ils sont revenus alors que, d'abord, ils n'étaient pas sur place, ils sont revenus même à leurs frais, aux frais de leur communauté, et en plus, sans savoir si vraiment ils seraient bien accueillis. Bien sûr. Ce double héroïsme dont je parlais tout à l'heure, qui consiste à oublier. Mais il ne faut pas compter que sur les religieux. Les religieux représentaient donc à peu près pas loin de 10 000 personnes, mais il y avait aussi le clergé séculier. Là, ça a été 25 400 prêtres et séminaristes, peut-être même autant de séminaristes que de prêtres, puisque par définition, ils étaient jeunes, ils étaient en âge, prêtres et séminaristes qui ont été incorporés. Alors les uns, en vertu de la loi dite les curés Saccodo, une loi de 89 qui faisait la conscription générale, et les autres, eh bien, là aussi, volontairement, car il y a eu énormément de curés qui avaient dépassé l'âge et qui se sont engagés pour la durée de la guerre. Alors, est-ce qu'ils ont eu le choix d'être dans des unités combattantes, comme, j'allais dire, comme le soldat de base, ou est-ce que leur statut de religieux les poussait plutôt à être brancardiers, à être infirmiers, à être... pas en seconde ligne, puisqu'un brancardier, les brancardiers, bien évidemment, étaient infiniment plus exposés que beaucoup de soldats. Payaient un très lourd crédit. Mais est-ce qu'ils ont eu le choix? C'est une bonne question, j'y répondrai quand même. Oui, ils ont eu le choix, enfin pas tous, non. Les religieux, globalement, revenus de l'étranger, sauf ceux qui étaient novices, les religieux ont eu le choix, puisqu'ils étaient volontaires. On leur a laissé, en règle générale, ils ont été affectés comme aumôniers.
Un certain nombre quand même aussi comme brancardiers ou infirmiers. Mais ils n'ont pas été obligés d'entrer dans les unités de combat. Oui. Les novices, si, par contre. Mais les oui. novices n'avaient pas Les échappé. séminaristes. Non, les novices pour les religieux. Ah, pour les religieux. Et oui. de même que les séminaristes Oui, voilà. pour le clergé séculier. Les novices, par contre, on en trouve beaucoup qui ont été intégrés dans des unités combattantes. Et il y en a un qui est très célèbre, c'est Léon Bourjade, un aviateur, un as des as, si on peut dire, puisqu'il a été classé 7e de tous les as de la guerre de l'aviation, à 3 rangs après, comment s'appelle-t-il, Guilmer. 3 rangs après Guilmer. Fonck. Léon Bravo. Bourjade, et qui a terminé d'ailleurs missionnaire en Papouasie, où il est mort de toutes les maladies qu'on pouvait attraper à l'époque dans ce coin-là. Mais quelle vie, quel destin. Donc, hein, c'est quand même- là, quant aux curés, les curés, eh bien, il y en a eu très exactement, sur 24 500 qui se sont engagés, 12 000 qui étaient dans les unités combattantes. Et est-ce Et qu'on a parmi le- lesquels on trouve même des évêques, enfin, Ah oui. de futurs évêques, 3 futurs évêques, Monseigneur Lamy, évêque de Meaux, Monseigneur Weber, évêque de Strasbourg, et puis le 3e, je ne me souviens plus, enfin, il y a 3... qui sont devenus évêques plus tard ou qui étaient déjà non, évêques Il n'était qui pas sont déjà venus plus évêque. tard. Il y a eu 4 évêques Ah oui. incorporés, Oui. 4 évêques incorporés, mais pas dans les unités combattantes. Oui. Pour cause d'âge, Si. Pour cause d'âge, oui. Pour c'était cause déjà- d'âge, on n'est pas évêque à 30 et ans. qui bien sûr. était aumônier, bien sûr. D'accord. Mais la plupart n'ont pas été, quand même, globalement, tous ceux qui n'ont pas été dans les unités combattantes n'ont pas été pour autant tous aumôniers, tant s'en faut. On peut dire que les 2 tiers, en gros, de ceux-là étaient brancardiers ou infirmiers. Mais, comme on le voit dans le livre de Poncheville, leur situation sur le front n'était pas plus enviable, Ah non, celle de nos bien pays sûr. n'était pas plus enviable que celle d'un brancardier, d'un infirmier, qui Bien n'est sûr. pas plus enviable, et je dirais même moins enviable ouais. que les simples combattants, pour une raison très simple, c'est qu'ils n'avaient pas d'armes. Et quand ils se précipitaient au milieu des barbelés pour essayer de ramener des blessés, de porter sur leur dos sur un brancard de fortune, une cible eh très, bien, très ils étaient facile. les balles sifflées, les obus pleuvaient sur eux sans qu'ils puissent seulement se défendre. Ils étaient même une cible favorite des Allemands. Il y avait ce qu'on appelait le coup du brancardier, qui consistait à bombarder ou à rafaler une vague d'assaut, et puis à attendre que les choses se calment. Et au moment où les brancardiers sortaient de la tranchée pour aller venir en aide aux malheureux qui agonisaient entre les lignes, on redéclenchait un tir de barrage ou des rafales de mitrailleuses. Et donc le taux d'attrition parmi les brancardiers était extrêmement élevé. Il y a une chose à dire quand même à propos de l'Union sacrée, c'est la façon dont ces religieux, qu'ils soient combattants ou qu'ils soient aumôniers, étaient perçus par leurs camarades de combat. Une chose qui m'avait frappé quand j'ai travaillé sur les petits journaux de tranchée, c'est l'aura qu'avaient ces religieux parmi leurs camarades, qui s'apercevaient tout d'un coup de la propagande dont ils avaient été victimes, qui leur avait fait croire que les curés étaient des défaitistes, des lâches, planqués, des planqués, oui. et qui s'apercevaient que loin d'être planqués, ils étaient volontaires, et que non seulement ils étaient volontaires, mais on les croisait généralement là où le feu était le plus dur. Et j'ai ce souvenir d'un aumônier dont le nom m'échappe, qui parcourait les lignes à cheval, et les poilus n'avaient que des compliments pour lui en disant « il est infiniment plus courageux que nous ». Parce qu'il est toujours en première ligne. Nous sommes relevés de temps en temps, lui est toujours là. C'est un ecclésiastique du Midi de la France qui avait vraiment fait l'unanimité. Et beaucoup de ces religieux étaient très aimés. On pense toujours à Kersozon qui dit au-delà de Force 7, tout le monde croit en Dieu. Là, on peut Il n'y a dire... pas d'athée au-delà de ça. Voilà, on peut dire que dans la tranchée en 14, les athées se redécouvraient une âme d'enfant et se redécouvraient des prières qu'ils avaient probablement oubliées dans leur vie antérieure. Alors un tout petit mot, si vous le permettez, Monsieur Toulza. Jean-Pierre Thurberg, aux éditions Italiques, vous vous êtes aussi intéressé à un aumônier israélite et dont vous avez publié l'histoire. Et le grand rabbin Bloch. On lui a consacré une émission aussi. Et c'est pareil, un brancardier qui a été tué tout de suite dans les en premiers jours de la 14 guerre. en secourant un blessé Et en apportant le crucifix. J'attends un catholique aumônier à protestant. Pour l'instant, je n'ai pas de candidat, mais on devrait trouver. Oh, ça devrait trouver. Je voudrais dire quand même que les chiffres sont importants. Et bien que pour les auditeurs, c'est plus difficile à retenir, mais
et ils sont éloquents, en ce sens, par exemple, que dans le clergé séculier, pour 25 400 incorporés, il y a eu quand même 3 250, j'arrondis les chiffres, morts pour la France, et 2 800 blessés, et qu'il y a eu surtout 8 875 cités et décorés. Ah oui, bravo à ces hommes. C'est-à-dire pas très loin de 9 000 sur 25 000. Ça veut dire c'est vraiment énorme. Ouais. Pour les religieux, eh bien, on trouve donc sur les 9 373 religieux incorporés également, 1570 morts pour la France, 1650 blessés et, pareil, 3430 sur 9 373, 3430 cités et décorés également. Bravo, Et je bravo, ne parle bravo. pas des religieuses. Alors malheureusement, à la fin de la guerre, les choses vont de nouveau se durcir et la belle union du Pas départ, exactement à la fin de la guerre. ou juste après la guerre les années La peut-être. séquence de la Chambre Bleu Horizon, du Bloc National, au contraire, est favorable plutôt à ces religieux. Mais en revanche, 1924, c'est la victoire du cartel des gauches. Et, Le Bloc des gauches. Oui, le Bloc des gauches, ou le cartel C'était des bloc ou gauches. cartel? Parce qu'il y a eu le mot C'est encore. le cartel, je crois. Ah, c'est On parle du cartel, oui, avec le ministère Herriot qui se met Oui. en place. Et là, on veut renouer avec la politique anticléricale. C'est un des vieux drapeaux de la gauche dans la France de l'époque, de la Troisième République. Et donc, on veut remettre en cause un certain nombre de choses. Alors, notamment le fameux statut concordataire en Alsace-Lorraine. On verra, on sait avec quelle suite, ça sera un échec. Mais également, on voudrait renouer avec notamment l'expulsion des congrégations, etc. Et là, il y a une réaction. Alors, on voudrait. Édouard Herriot a clairement énoncé à la tribune de la Chambre qu'il allait remettre en vigueur les lois d'expulsion. Et il a commencé par fermer déjà. Il y a eu un Carmel qui a été fermé, c'est celui d'Alençon. Donc, ceci a déclenché évidemment de grands mouvements d'indignation chez les catholiques, mais plus particulièrement, évidemment, chez ceux qui étaient concernés, c'est-à-dire les religieux eux-mêmes. Et sous l'influence de l'un d'entre eux, un bénédictin de Ligugé, d'abbaye de Ligugé, dont, mon Dieu, le nom me reviendra tout à l'heure, et s'est créé la DRAC, qui était constituée de représentants des grandes congrégations religieuses pour mener campagne contre cette expulsion qui était une véritable gifle, une insulte à ces héros, une trahison, un reniement de leur sacrifice. Voilà. Et tout le monde a présent à l'esprit cette proclamation, enfin cette lettre ouverte très exactement du père Doncoeur à Édouard Herriot, nous ne partirons pas, où il le traite d'embusqué de la politique et renvoie le terme embusqué à ses auteurs. Et donc, il se ligue, c'est le mot d'ailleurs, la DRAC était une ligue au point de départ, qui s'est fortement appuyée d'ailleurs sur le général de Castelnau qui venait de fonder la Fédération nationale catholique, ainsi qu'un autre prêtre qui a créé l'abbé Berger, qui lui a créé un mouvement parallèle à la DRAC, la PAC, qui était la défense des droits des prêtres séculiers. En fait, c'était moins grave, il n'y avait pas d'anciens combattants. Donc ça a été un combat qui a duré jusqu'à pratiquement 45, jusqu'à 40-45, pour essayer, montrer aux populations que c'était une indignité nationale pour le pays lui-même que de renvoyer ces gens-là qui, de toute façon, refusaient absolument de repartir. Et c'est pourquoi ce n'est pas la défense des religieux, c'est les droits des religieux anciens combattants, car ils estimaient que c'était un droit de rester chez eux, égaux comme au front, comme avait dit un des célèbres prêtres, le père Brottier, n'est-ce pas, qui a fondé lui-même l'Union nationale des combattants, qui soutenait la création de la DRAC également. C'est Don Moreau, le supérieur... de Ligugé. Enfin, pas le supérieur, le religieux qui, de la part du supérieur de Ligugé, a fondé la DRAC. Voilà. Alors, cette institution a perduré. Elle a perduré jusqu'à nos jours.
Évidemment, maintenant, il n'y a plus de combattants de la guerre de 98. Le combat est ailleurs. Le combat est ailleurs. Et la DRAC, aujourd'hui, elle a pour signification, et je ne réponds pas tout à fait à vos questions, là je déborde un petit peu, mais enfin, il faut en dire quelques mots. La DRAC a pour vocation, aujourd'hui, de porter l'héritage devant la jeunesse d'aujourd'hui, de porter l'héritage qu'a laissé, qu'ont légué ces prêtres, ces religieuses, ces séminaristes, ces novices, etc., aux côtés de leurs frères d'armes civiles. Quel était l'héritage spirituel qu'ils portaient? Eh bien, c'est ce que nous voulons faire ici à la DRAC, c'est faire connaître le patrimoine culturel, le patrimoine spirituel de la France auprès de la jeunesse. Et pour cela, nous servons essentiellement de ce que la DRAC a créé en 1926. Elle est née donc en 1924 et 2 ans après, comme un des gros instruments de propagande, elle s'est servie d'une coupe d'éloquence. Elle a créé une coupe d'éloquence qui a toujours duré, qui s'est reproduite d'année à année. Et la dernière vient d'avoir lieu il y a longtemps, en grande pompe, à l'école militaire. Aux Invalides, la dernière session, j'ai eu le privilège d'y assister. Je dois d'ailleurs signaler l'extrême qualité des interventions des jeunes qui étaient là, qui m'ont vraiment surpris. C'est extraordinaire, à l'époque des Avec SMS des pots de gerbe et du français. Le sujet en était la patrie, et je dois dire que c'est un sujet qui a été illustré de façon magistrale. Oui, avec un relais médiatique inexistant. C'est intéressant de le signaler. Mais TV Liberté est là pour en parler. Il vaut mieux être rappeur en banlieue que répondre à la question de la patrie aux Invalides. La France n'existe plus que la République. Moyennant quoi, on se demande pourquoi ces braves religieux sont venus se faire tuer aussi nombreux. En tout cas, bravo, Monsieur Toulza, pour cette œuvre essentielle et tellement utile. Je crois, Monsieur Toulza, que dans les semaines qui viennent, il y a un certain nombre de manifestations qui sont prévues, que vous souhaitiez présenter à nos téléspectateurs. Alors, hors la publication de l'ouvrage lui-même, qui est prévue à peu près pour début novembre. La Grande Guerre des Hommes de Dieu. La Grande Guerre des Hommes de Dieu. Il sera trouvable à la DRAC et en librairie ou sur le site des éditions italiques, comme d'habitude. Le sous-titre sera « Héros des tranchées entre union sacrée et persécution religieuse ». Très bien. Très bien. Bon, eh bien oui, nous allons avoir un colloque organisé le 15 novembre et qui va avec des interventions d'universitaires, beaucoup d'universitaires, de représentants des congrégations également. Parmi les universitaires, le professeur Mention Rigaud, le professeur Xavier Boniface, qui sont des historiens que vous connaissez, j'imagine, de ces époques-là. Et puis, nous sommes en train de mettre au point également une exposition itinérante qu'elle fasse le tour des mairies, et des églises éventuellement, des locaux ecclésiaux qui sont mis à notre disposition, surtout dans toute la France, dans les écoles catholiques également aussi, pour faire connaître ce message, si vous voulez, qui sera le support de la vente de l'ouvrage en même temps. Et alors, le colloque aura lieu à quelle date Le 15 novembre. Et à quel endroit et dans quelles conditions peut-on s'inscrire? Voilà, il est évidemment gracieux, l'inscription, mais c'est sur carton. Donc, il faut réclamer le carton, on vous en remettra, bien entendu. Il faut réclamer le carton pour les éditeurs à la DRAC, 8 bis rue Vavin, 75 006 Paris. DRAC, DRAC, 8 bis rue Vavin, VAVIN, 75 006 Paris, vous réclamez le carton. Ça se passera au couvent des franciscains, 7 rue Marie-Rose, dans le 14e. Et l'intitulé de ce colloque, c'est « Prêtres et religieux dans la Grande Guerre ». Et ce sera sous la présidence effective et la présence donc de Monseigneur Le Gravel, l'évêque aux armées. Et votre serviteur fera lui-même une prestation sur l'héritage des héros consacrés de l'Église, c'est-à-dire la fin dans les objectifs actuels de la DRAC. Et quant à l'exposition, eh bien, nous sommes ouverts à toutes les mairies qui veulent... Donc le message est passé, les mairies, bien sûr les églises, les écoles, et c'est une belle œuvre que vous avez entreprise là. Merci beaucoup, Monsieur Toulza. Messieurs, l'émission se termine, à regret, mais voilà, c'est trop court. Et donc, chers auditeurs, on vous donne rendez-vous la prochaine fois. Si vous aimez l'histoire, ne nous abandonnez pas.